Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 14 décembre. Voici les titres de cette édition. Les quotas de pêche pour 2017 sont fixés. Après d'âpres négociations à Bruxelles, la Commission européenne et les 28 États membres ont réussi à trouver un accord. Les pêcheurs vendéens sont plutôt satisfaits. La quantité de poissons qu'ils vont pouvoir pêcher sera quasiment la même que cette année. Mais la profession aimerait avoir plus de visibilité sur l'avenir, vous l'entendrez. La mer au cœur également d'un forum organisé pour la première fois au Sables d'Olonne. Il vise à promouvoir les métiers maritimes, la pêche bien sûr, mais pas seulement. La conchiliculture, les parcs d'éoliennes offshore, le nautisme, mais aussi le tourisme offrent des perspectives d'emploi. C'est le message que veut faire passer pendant 2 jours la communauté de communes des Olonnes. Et puis nous avons suivi une opération délicate, la remise en place des cloches de la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Elles avaient été descendues de leur beffroi pour des travaux de rénovation. L'entreprise de Tifauge, Lusso, a été chargée de les réinstaller. 4 cloches, dont l'une est toute neuve. Elle a été récemment coulée en Normandie. Les pêcheurs vendéens avaient donc les yeux rivés vers Bruxelles ces dernières heures. La Commission européenne se penchait en effet sur les quotas de pêche. Ils déterminent tous les ans pour chaque espèce la quantité de poissons que les pêcheurs de l'Union européenne peuvent effectuer. Un système qui doit permettre de préserver la ressource. Des quotas qui font chaque année l'objet de dures négociations entre les pêcheurs, l'Europe et ses 28 pays membres. Un accord a été trouvé ces dernières heures. Les pêcheurs vendéens sont plutôt satisfaits des mesures décidées. Ils appellent néanmoins à une amélioration de ce système de quotas. Explication, Pierre Dalicieux. Moins 20% pour le merlan et pour le lieu jaune, moins 9% pour la sole, une quasi-restriction pour le bar. Voilà ce qu'il se disait à Bruxelles concernant les quotas de pêche. Il n'en sera rien. 2017 s'annonce plutôt bien pour les pêcheurs. Aucune restriction supplémentaire ne sera finalement appliquée pour l'année à venir. Un soulagement en demi-teinte chez des professionnels qui chaque année attendent de savoir s'ils pourront ou non travailler correctement. Comme un gosse pour Noël, quoi. C'est ça, on attend toujours, on va dire le cadeau, c'est malheureux de dire ça comme ça, enfin, pour l'espoir de travailler, puis avoir un peu d'avenir dans notre métier, quoi, parce que l'avenir pour l'instant on le voit pas énormément, quoi. On ne projette pas bien loin, quoi. On voit pour 365 jours, quoi. C'est court, c'est court. C'est court pour faire autre chose, investir dans autre chose, on peut pas. Ces quotas de pêche restent néanmoins la seule solution pour gérer les stocks de poissons en mer. Si ces quotas semblent avoir payé cette année, Bruxelles semble également avoir entendu une profession en détresse depuis quelque temps. Je pense qu'il y a eu un infléchissement aujourd'hui de la Commission qui s'aperçoit que les efforts consentis par les pêcheurs du département, mais pas que du département de la façade, commencent à porter leurs fruits, c'est-à-dire la responsabilité. Et puis, disons qu'on est passé du stade un petit peu infantile au stade adulte, et les mesures qui ont été prises, mais en concertation avec les professionnels, parce que c'est les professionnels qui ont fait des propositions, infléchissent aujourd'hui un peu la position doctrinale bruxelloise, quoi. Dans cette école, on forme des marins pêcheurs. La plupart travaillent déjà sur un bateau. Et la décision annuelle de Bruxelles sur les quotas de pêche n'aide pas ces jeunes à envisager l'avenir sereinement. Tous les ans, ils nous pondent des trucs, on se demande d'où ça vient. Moi, ça me fait peur. À l'âge que j'ai, il me reste encore 30 ans à faire. Où c'est qu'on va aller, quoi. Les marins pêcheurs pourront donc pêcher ni plus ni moins que la même quantité de poissons que l'année dernière sur quasiment l'ensemble des espèces. Rendez-vous donc dans 365 jours pour une nouvelle décision de Bruxelles. Et c'est dans ce contexte que se tient pendant 2 jours au Sables d'Olonne un forum sur les métiers et les formations autour de la mer. Si l'on pense tout de suite au secteur de la pêche, l'océan offre d'autres perspectives d'emploi. C'est en tout cas le point de vue de la communauté de communes des Olonnes qui organise pour la première fois ce salon. Elle veut notamment mieux faire connaître aux jeunes certaines filières tournées vers la mer et qui sont en plein développement. Élodie Pépin. Avec près de 300 km de côte, la Vendée compte de nombreux métiers liés à la mer. Marins-pêcheurs bien sûr, mais aussi mytiliculteurs ou ostréiculteurs. À la MFR de Challans, 2 bacs professionnels, culture marine et production aquacole, permettent d'accéder à ces métiers. Et selon ce formateur, les emplois ne manquent pas.
Nous aujourd'hui, il y a des cédants, ils cherchent des jeunes. Nous les jeunes, on a certains jeunes à 21 ans, 22 ans qui s'installent. Le métier des jeunes formés avec les permis bateau, mais il y a zéro problème. Ils vont choisir l'entreprise, ça c'est clair et net. On va former nous en culture marine 8 à 12 jeunes par an, on en aurait le double, il n'y aura pas de problème, quoi. Et si en Vendée ce secteur est plutôt porteur, l'industrie nautique l'est tout autant. Le lycée Tabarly a décidé depuis peu de miser sur une formation post-bac, un BTS technico-commercial nautisme. Ça manquait parce que la formation la plus proche, c'est en Normandie. Donc toute la façade atlantique était quasiment sans cette formation-là. Donc on l'a mise en place pour répondre un peu, quand même aux besoins des entreprises locales. Et aujourd'hui, les écoles vont encore plus loin. Elles anticipent les besoins à venir avec en ligne de mire la croissance bleue. Au large de l'Île-Dieu, le parc éolien offshore aura besoin de nouvelles compétences. À Nantes, l'École supérieure nationale maritime a donc ouvert à la rentrée 2017 un master tourné vers ces énergies marines. C'est l'avenir, oui, puisque le paramaritime, il y a énormément de choses qui vont se développer dans les années à venir sur le paramaritime. Maintenant, l'objectif, c'est bien de venir reformer des gens et d'aller plus loin. Donc ça va être si on a une croissance bleue comme on l'espère dans les années à venir, effectivement, ce sera un diplôme qui sera extrêmement intéressant pour les personnes qui l'auront. Du CAP jusqu'au doctorat, l'offre de formation des métiers de la mer est vaste, sans oublier bien sûr le tourisme littoral qui emploie 228 000 personnes en France, soit la moitié des travailleurs de l'économie maritime. Toujours au chapitre emploi, l'Atonédil va s'implanter à La Roche-sur-Yon. L'annonce a été officialisée ce mercredi matin en préfecture. Ce groupe italien est spécialisé dans la fabrication de panneaux isolants pour la construction. Déjà présente en Allemagne, en Espagne et en Bosnie-Herzégovine, l'entreprise va faire construire un nouveau site de production sur la zone des Ajoncs, près de l'aérodrome de La Roche-sur-Yon. Un investissement de plus de 10 millions d'euros. L'Atonédil prévoit la création de 34 emplois au démarrage de l'usine en 2018 et une cinquantaine à terme. Une implantation en Vendée soutenue par les collectivités puisque le groupe italien va recevoir au total 800 000 euros de subventions de la part de l'État, de la région et de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Dans la région, ici, vous avez des réalités et des entreprises très importantes dans la construction modulaire qui consomment beaucoup des panneaux sandwich. Donc on est convaincu qu'on peut amener à ce type de business une force encore supplémentaire. De voir une entreprise italienne qui s'installe chez nous avec 34 emplois créés immédiatement, 10 millions d'investissements qui va être réalisé, je l'espère, en grande partie par les entrepreneurs vendéens et lyonnais. Eh bien, c'est une excellente nouvelle, oui. Imagine interview signée Alexis Raison. En bref, l'agglomération de La Roche-sur-Yon récompensée pour son engagement dans le développement des véhicules électriques. Elle vient de se voir remettre au ministère de l'écologie un trophée de la part de l'AVER. Cette association salue ainsi l'installation ces dernières années de bornes électriques dans l'agglomération lyonnaise et notamment l'expérimentation City Charge lancée en septembre dernier. Il s'agit de bornes pour recharger les batteries des voitures électriques installées sur des lampadaires. L'électricité est ainsi acheminée via le réseau d'éclairage public. Prenons la direction de Saint-Laurent-sur-Sèvre où un chantier important est en cours. Cet automne, les 4 cloches de la basilique ont été descendues de leur beffroi. L'une d'entre elles, la plus imposante, est partie en réparation en Allemagne. Les 3 autres viennent d'être remontées, accompagnées d'une 5e cloche toute nouvelle qui a été fondue récemment en Normandie. Cela faisait plus de 100 ans que la basilique l'attendait. C'est l'entreprise vendéenne Lusso qui a été chargée de cette opération délicate, l'une des seules du Grand Ouest à disposer de ce savoir-faire de campaniste. Reportage Pierre Dalicieux. Avant de hisser les cloches tout en haut, il y a un peu de travail. En bas, la partie assemblage se fait au sol et rien ne doit être laissé au hasard. Car une fois en haut, ces cloches, fraîchement restaurées, devront y rester plusieurs dizaines d'années. Il faut que ça soit bien fait, puisqu'en fait l'objectif aujourd'hui, c'est pas de monter les cloches et en suivant les accessoires, mais c'est de les équiper ici directement et de les monter directement avec leur équipement pour faciliter l'opération en fait en haut au niveau de la chambre des cloches, parce qu'il y a un espace qui est très limité. Et avec le grutier, on va essayer d'aller le plus loin possible pour que ça soit directement la grue qui nous positionne les cloches à l'intérieur du beffroi.
qui est la charpente de bois qui maintient les cloches. Voici le beffroi qui culmine à 75 mètres du sol. Une partie de ces poutres ont été restaurées par cette entreprise, à l'œuvre ici depuis le 19 septembre dernier. 4 cloches en tout ont été descendues en octobre. 5 y seront bientôt réinstallées. En France, les entreprises qui réalisent ce type de chantier se comptent sur les doigts d'une main. Un chantier comme ça, c'est tous les 2 ans, en moyenne. Alors il peut y avoir des coïncidences, ou il peut y en avoir 2 dans l'année, mais il faut savoir qu'un chantier comme celui-ci, il y a des équipes très spécifiques qui vont être en mesure de pouvoir intervenir. Ici, nous y sommes depuis début septembre, plus 1 mois de préparation en atelier avant. Nous sommes courant décembre et on devrait être là à peu près jusqu'au courant janvier. La première cloche est hissée lentement par cette immense grue, sous le regard des badauds venus assister à cet événement rare. J'ai jamais vu quelque chose de si gigantesque. On voit pas ça plusieurs fois dans sa vie, hein. C'est exceptionnel, quoi. On va pouvoir enfin entendre nos cloches parce que ça fait quelque temps qu'on ne les entend pas. Une fois arrivé en haut, l'opération peut être très longue. Centimètre par centimètre, la cloche est déposée en attendant d'être définitivement accrochée un peu plus tard. Des épreuves de manutention toujours délicates comme vous avez pu voir à l'instant, où vous vous rendez compte qu'on passe des objets qui font plusieurs tonnes en fait à quelques millimètres et centimètres, que le moindre déport pourrait avoir des conséquences dramatiques. Donc il faut rester très concentré et je pense que je pourrais vous dire que je suis soulagé ce soir quand elles seront toutes à leur place. 4 cloches seront donc toutes installées ici et devront attendre pour compléter la gamme. La 5e, le Grand Bourdon, parti lui en réparation à Berlin. À l'approche des fêtes de fin d'année, les chasseurs vendéens font un geste pour les plus démunis, pour permettre de proposer un repas festif aux personnes et aux familles dans le besoin. Ils ont décidé d'offrir des faisans à la banque alimentaire. 240 gibiers viennent ainsi d'être donnés. Cette opération baptisée « Les chasseurs ont du cœur » se déroule cette année dans 15 villes en France. Ces faisans seront préparés par le chantier d'insertion lyonnais Graines d'idées et servis aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne vont pas profiter des fêtes. Et l'objectif, c'est de montrer que des populations, des filières économiques et des chasseurs pensent à eux et contribuent également à leur donner un bon moment de vie en fin d'année, un bon moment de fête. Pour nous, c'est une opération qui est importante. Pourquoi ? Parce que ça enrichit le don, surtout à un moment de fête. Ça enrichit peut-être la relation, parce qu'à l'occasion des repas, les bénéficiaires vont pouvoir être en contact avec des bénévoles de la distribution alimentaire, échanger avec eux. À la Saint-Daniel, on se baigne sous la Tour Eiffel. C'est le proverbe que viennent de lancer les Sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce groupe de baigneurs n'hésite pas à se jeter à l'eau une, voire plusieurs fois par semaine, quelle que soit la période de l'année. Vous le voyez sur ces images de Jimmy Garin. C'était le cas notamment dimanche dernier à Saint-Hilaire-de-Riez, au pied de la réplique de la Tour Eiffel, installée depuis quelques mois, plage de Sion. Température de l'eau, une dizaine de degrés. Les Sardines appellent désormais tous ceux qui le souhaitent à les rejoindre le 1er janvier prochain. Ça fait un échauffement avant le bain du 1er janvier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le Remblai. On va essayer de battre le record de l'année dernière. On était plus de 600. Donc on aimerait être plus de 1000 cette année. Donc on espère que beaucoup vont nous rejoindre sur ce grand délire du 1er janvier. C'est toujours sympa de commencer l'année par ça. Et c'est le 1er janvier à 15h. Et un bain est aussi prévu le 1er janvier du côté de la grande plage des Sables d'Olonne. Rencontre à présent avec Alain Guillotot, cet artiste d'origine vendéenne. Vient de se lancer dans un drôle de défi. Il a décidé de réaliser des portraits géants des skippers du Vendée Globe. Pas les 29 qui ont pris le départ, mais les 8 premiers de la flotte. Des œuvres qu'il va peindre au rythme de l'avancée des navigateurs en fonction des changements dans le classement général. Si un skipper, par exemple, abandonne, il stoppera son œuvre. Une sorte de course artistique en parallèle de la course en mer. Cyril Guillet. Pour l'artiste pastelliste Alain, le chronomètre est lancé. Son objectif, réaliser au pastel sec 8 portraits géants de 2,60 m par 1,75 m, représentant les 8 premiers skippers au classement de l'édition 2016 du Vendée Globe. Le défi, c'est de réaliser les 8 premiers skippers en fonction de leurs avancées dans la course. Mais effectivement, ça peut changer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé déjà avec Sébastien Jost. J'avais fini de le dessiner, le crayonner.
Et j'ai dû le gommer rapidement car à 12h30 j'ai appris qu'il avait abandonné et moi j'avais fini à midi, donc voilà. Chaque portrait de skipper est donc avancé selon sa position au classement général. Le but de cette course artistique sans escale, finir chaque tableau simultanément avec l'arrivée du navigateur en question. Un défi pour Alain Guillotot qui a amorcé un tournant dans sa vie il y a 5 ans. J'ai fait une mort subite récupérée et depuis j'ai un défibrillateur et les employeurs se refusent de m'employer, donc je me suis dit je vais revenir à mes premiers amours qui est le dessin et j'ai commencé avec des grands formats et j'ai kiffé comme on dit quoi. C'est en duo avec sa femme Virginie Guillotot qu'ils ont monté ce projet. Appuyé par différents mécènes, Alain a installé son atelier au Spot, un lieu où chaque jour est diffusé le point info course du Vendée Globe. On souhaitait le faire au cœur de l'événement et en direct, et non pas dans un atelier à part et montrer l'étoile une fois le travail fini. Parce que comme c'est une course aussi, pour Alain, Chronos c'est aussi une course, on souhaitait que tout le monde, le plus grand public possible, puisse suivre l'évolution de cette course. Et puis nous, tous les jours, on fait une vidéo qui passera sur la page Facebook de Chronos et sur le site internet. Chaque jour à partir de 19h, vous pourrez donc suivre l'évolution de ses œuvres en temps réel via le site alain-color.com ou sur la page Facebook Chronos. Avant de se quitter, un mot de la météo. Le temps sera couvert ce jeudi avec de la grisaille et des nuages bas qui seront tenaces. Quelques éclaircies sont envisagées dans l'est du département. Les températures sont stables, 5 à 10 degrés à l'aube. Il fera 11 à 13 au meilleur de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ambiance musicale ce jeudi dans la grande émission. Arba des Tornes est l'invité d'Adèle Fugère. Le groupe de musique traditionnelle a sorti l'été dernier un nouvel album. Il est actuellement en tournée. Émission à retrouver à partir de 18h05. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.